je souscris. Merci, M. Cazeneuve. Merci, Monsieur le Président. En préambule, dire que je ne suis pas certain que la qualité des prévisions de la croissance 2024 fasse partie du périmètre de la commission d'enquête. Mais passons, je voudrais juste souligner que les mêmes qui faisaient des prévisions sur 2024, qui disent que maintenant ils avaient raison, faisaient des prévisions sur 2023 et avaient tort. Donc je crois qu'il faut rester modeste par rapport à ça. Et sur cette fameuse note du 7 décembre, je voudrais redire quels auraient été les leviers pour réduire le déficit. À ce moment-là, le budget avait été voté, fin de gestion avait été voté, projet de loi de programmation avait été voté, bien évidemment. Il y a un premier passage à la commission, à l'Assemblée nationale, on était au Sénat. Je veux juste comprendre ce qui aurait pu être fait à ce moment-là, pour peu que les prévisions qui, et vous l'avez dit, reconnues, la note, 1, se trompait sur les prévisions, parce qu'elle disait 5,2, et 2, elle disait que, vu les niveaux d'incertitude, on ne pouvait, il était conseillé de ne rien faire. Moi, j'ai une... Vous dites à quoi ça sert la dette? C'est bien pour peu que ça serve à quelque chose. Je voudrais revenir sur les grandes mesures qui ont été prises et qui ont augmenté, eu un impact sur la dette. Les grandes mesures pendant le Covid, je pense au chômage partiel, je pense au PGE. Les grandes mesures pour lutter contre l'inflation, je pense au bouclier énergétique, au chèque, à l'indexation des prestations sociales, ne serait-ce que sur ces grandes mesures qui sont les plus coûteuses. Est-ce qu'il y en a certaines que vous n'auriez pas faites pour protéger les Français? Deuxième question. Moi, je suis assez intéressé par... est-ce que la Commission des finances ne pourrait pas calculer le coût des amendements posés par les différents partis dans le budget 2023 et 2024? Je trouve que ça éclairerait, je crois, le risque qui pèse sur la dette. Enfin, c'est intéressant de... Non, mais je pense que c'est très intéressant, y compris les amendements qui permettent de réduire la dette, de réduire le déficit. Mais je pense que, voilà, je pense que ce serait, dans le cadre de notre commission, éclairant d'avoir peut-être un calcul de ce que coûtent et de ce que rapportent les différents amendements des différents partis. Et troisième point, et j'arrêterai là, je reviens sur le... Vous dites souvent... Alors, Jean-Luc Mélenchon dit la dette, c'est de la rigolade. Je ne prends pas au premier degré, évidemment, mais vous dites vous-même, souvent vous divisez la dette par 7 ou par 8, qui est la maturité de la dette. Je voudrais comprendre le raisonnement qu'il y a derrière, parce que personne ne le fait, ni les particuliers, ni les collectivités territoriales, donc ça m'intéresse. Merci beaucoup. Vous avez 3 questions. Oui, bon, qui sont un petit peu... Non, mais attendez, je vais répondre, Fabien Di Philippe. Merci. Bon, je vais essayer de répondre rapidement à des questions qui, pour certaines, je vous renvoie la balle, chers collègues, me semblent être un peu en dehors du périmètre de cette commission d'enquête, mais vous êtes libre en tant que membre de me la poser. Bon, la première chose sur en gros la question de la croissance annoncée par les uns et les autres, et finalement les prévisions du gouvernement, je vous fais observer quand même quelque chose, c'est que le gouvernement avait annoncé 1,4%. 2 mois après, il est à 1%. Donc ceux qui, à l'époque, ont expliqué que 1,4% était trop important, ils ne se sont pas trompés. Okay, bon. À quoi ça sert et notamment, vous m'interrogez sur la dette Covid. C'est une bonne question. Moi, je pense qu'il fallait évidemment, pendant le Covid, soutenir l'économie. Donc, je ne le conteste pas. Bon. Par contre, par exemple, il y a une façon de faire. Le chômage partiel, en réalité, ce n'est pas la dette de l'État qui l'a payé, c'est la dette sociale. C'est-à-dire que ça a été induit sur les budgets sociaux. Ce qui est un problème, parce que ça a été montré, c'est que la dette sociale, alors là, il y a une chose de sûre, c'est qu'elle ne se négocie pas. Elle ne peut pas se négocier, elle est automatique. Les cotisations, tout ça, ça doit rentrer. Autant la dette financière, on peut décider que, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, on la reporte. On peut même, moi pour l'annuler, mais on peut au moins la négocier. C'est pas possible la dette sociale. Donc ce que je conteste, par exemple, du Covid, c'est d'avoir fait porter sur la question de la dette sociale, et vous avez des économistes qui sont exprimés là-dessus de manière et comme Éric Zemmour, c'est un homonyme, le travail qui, moi, c'est ça qui m'a posé le plus problème. Et enfin, sur les effets d'amendement, la question est un peu... Alors oui, je voudrais relever quelque chose. Vous avez dit vous avez parlé des textes votés. Je vous rappelle qu'on ne les a pas votés. C'est aussi un des problèmes. Ils ont été adoptés. Oui, en commission, d'accord. Sur les différents amendements, là, c'est une question un peu provocatrice parce que on n'est pas dans une situation où, justement, on débat à l'Assemblée pour un budget où on pourrait, à un moment donné, et c'est peut-être un des travers du 49.3,
de faire en sorte que, par exemple, les parlementaires n'ont même plus cette vision-là, puisque de toute façon, ils savent que le débat va s'arrêter. On n'est pas dans une situation où on peut accumuler tous les amendements individuels des uns et les autres comme valant finalement demande de chaque groupe. C'est pas raisonnable. Si vous voulez le savoir, nous, on a fait, par exemple, un contre-budget. Et je sais que les Républicains en ont fait un. Il y a eu plusieurs groupes où il y avait des estimations qui étaient faites en fonction des amendements. Je pense que c'est ça qu'il faudrait plutôt regarder et pour avoir ce débat politique, plutôt que, vous l'avez fait à un moment donné dans ma commission, l'addition de tous les amendements qui sont proposés. Enfin, tout ça n'a pas de sens. Je veux dire, voilà. Oui, d'accord. Mais si on votait, ça serait peut-être autrement aussi s'il n'y avait pas de 49.3. Mais là, je trouve qu'on s'égare. Enfin, bon, Oui, vous me permettez, on s'égare un peu du. Monsieur Di Filippo a rappelé aussi que les droits d'amendement n'étaient pas de groupe, mais individuels. Madame Louvet.